1988. Un événement historique est sur le point de se produire dans les salles obscures. Mickey et Bugs Bunny apparaissent côte à côte dans le même film. Donald et Daffy Duck, Betty Boop, Sam le pirate, ils sont tous là. Un rêve impossible devenu réalité et qui n'est arrivé qu'une seule fois. Vous verrez, nous allons surmonter ces petites pécadilles et nous serons à nouveau heureux. Vous comprenez? Heureux, E-R-E. Ce film, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit? Un polar sombre, des toons surexcités et une révolution technique qui a bluffé le monde entier. Parce que pour la première fois, les personnages animés vivaient vraiment aux côtés des acteurs. Et à sa sortie, c'est un véritable raz-de-marée. Oscar à l'appel, produits dérivés, jeux vidéo, peluches. Roger Rabbit, ce lapin en salopette rouge, était censé devenir la nouvelle star de Disney. On parlait déjà de lui comme du futur Mickey. Et pourtant, plus de 35 ans plus tard, il semble quelque peu oublié. Pas de suite, pas de reboot, c'est un héros effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Alors, qu'est-ce qui a bien pu arriver à Roger Rabbit? Pourquoi un film aussi culte, aussi marquant, a-t-il été enterré par son propre studio? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre dans cette nouvelle vidéo Archeo Toys. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, accroche ta ceinture, on est parti pour Toonville. Et pour bien comprendre tout ça, il va falloir remonter au tout début des années 80, à une époque où Disney était au bord du gouffre, et où un petit auteur inconnu a une idée assez étrange. Parce que, avant d'être un film culte, Roger Rabbit, c'est un livre, un roman publié en 1981 par un certain Gary K. Wolfe, un écrivain de science-fiction qui n'avait jamais vraiment percé. Son idée, un monde où les personnages de bande dessinée vivent parmi nous. Oui, pas de cartoon animé comme dans le film, non, dans le roman, Roger est une création de papier, capable de générer des bulles de dialogue au-dessus de sa tête. Le ton est noir, presque cynique, et Roger n'est pas le lapin attachant qu'on connaîtra plus tard. C'est un personnage jaloux, instable, parfois antipathique. Quant à Jessica, sa femme, elle n'a rien de la vampe glamour du film. C'est une femme fatale classique, une silhouette sortie tout droit d'un roman policier des années 40. Le livre s'intitule « Qui a censuré Roger Rabbit ?» et malgré son originalité, il passe relativement inaperçu. Mais un détail va attirer l'attention de Disney, cette idée de faire cohabiter personnages fictifs et monde réel. Un potentiel énorme, surtout à une époque où le studio cherche désespérément à se réinventer. Parce que comme je l'ai dit, au début des années 80, Disney n'est plus vraiment le géant intouchable qu'il a été. Ses films peinent au box-office, ses animateurs quittent le navire, et la nouvelle génération d'artistes, celle qui créera plus tard La Petite Sirène ou Le Roi Lion, n'a pas encore pris les commandes. Disney a donc besoin d'un projet fort, d'un coup d'éclat. Alors, quand les dirigeants découvrent Roger Rabbit, ils flairent la pépite. Le livre n'a pas fait grand bruit. Peu importe, Disney achète les droits et range l'histoire dans ses cartons. Je veux pas, 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 je veux pas. Écoute, quand je dis je veux, ça veut dire je veux. Parce que pour le moment, ils n'ont pas la moindre idée de comment en faire un film. Alors, ils vont tenter des expériences. L'année suivante, le studio confie la mission à un jeune animateur prometteur, Darrell Von Titers. Formé à CalArts, Darrell est vu comme un talent en devenir. C'est lui qui doit inventer ce que pourrait être Roger sur grand écran. Le résultat, un lapin qui n'a pas grand chose à voir avec celui qu'on connaît. Et pour la voix, Darrell fait appel à un jeune comédien qui deviendra culte, Paul Rubens, alias Pee Wee Herman. Bonjour toi, c'est moi. Son timbre hystérique va donner à Roger une personnalité étrange, nerveuse. Quant à Jessica Rabbit, elle n'est toujours pas la vamp glamour en robe rouge, parce que dans ce test, elle ressemble plutôt à un antagoniste caricatural, comme une méchante sortie d'un vieux Tex Avery. Quelques minutes d'animation sont produits, montrés aux décideurs, et même diffusés une seule fois à la télévision dans l'émission Disney Studio Showcase. Et puis, plus rien. Disney enterre le projet. Trop cher, trop bizarre, pas assez Disney. De toute façon, Darrell quitte bientôt le studio, mais il restera dans l'histoire comme le premier réalisateur de Roger Rabbit,
celui qui a ouvert la voie, même si son Roger n'a jamais vraiment vu le jour. Mais dans les cartons de Disney, Roger continue de trotter. On réécrit, on rature, on recommence. Par exemple, une version imagine un combat aérien dans un zeppelin au-dessus de Los Angeles. Une autre fait de bébé Herman le personnage principal. Manquez plus que ça, Roger. Mais combien de fois il va falloir la refaire, cette foutue scène? À chaque fois, le ton change, mais rien n'est vraiment très convaincant. Le projet végète jusqu'à ce qu'un réalisateur insiste pour en prendre les commandes. Robert Zemeckis. En 1982, Zemeckis avait déjà proposé sa vision. Refus de Disney, trop inexpérimenté, pas assez bankable. Erreur monumentale, parce qu'en 1985, Zemeckis explose avec Retour vers le futur. Et soudain, Roger Rabbit retrouve une chance. Mais même avec le réalisateur aux commandes, le projet reste fragile. C'est qu'il faut un producteur capable de convaincre Warner Bros. De prêter ses personnages et d'imposer le projet comme un événement mondial. Ce producteur, c'est Steven Spielberg. Oui, en 86, Disney s'allie à Amblin Entertainment, la société de Steven. Et c'est lui qui va débloquer les négociations impossibles. Warner accepte que Bugs Bunny et Daffy Duck apparaissent, mais seulement si Mickey et Donald ont exactement le même temps d'écran. Un équilibre presque absurde, et qui aurait été refusé si Spielberg n'avait pas été là pour jouer les médiateurs. Le papa d'E.T. apporte surtout une crédibilité énorme au projet, parce qu'à cette époque, c'est l'homme derrière les Dents de la Mer ou encore Indiana Jones. Quand Spielberg dit « il faut le faire », personne n'ose vraiment dire non. Et grâce à lui, Roger Rabbit devient un film Disney, mais aussi un événement hollywoodien, où des personnages concurrents peuvent enfin se croiser. Mais reste un problème. Comment animer tout ça? Zemeckis ne veut pas de simples cartoons plaqués sur des décors. Il veut qu'ils existent, qu'ils aient un poids, des ombres, des reflets. Et la solution, c'est un certain Richard Williams, un animateur canadien installé à Londres, perfectionniste jusqu'à l'obsession, qui a déjà remporté un Oscar et qui a la réputation d'être un génie ingérable. Surprise, Williams accepte, mais il impose ses conditions. Pas question de travailler à Los Angeles sous la bureaucratie Disney. S'il doit le faire, ce sera en Angleterre, avec ses propres méthodes. Et Disney finit par céder. Résultat, les animateurs s'installent à Camden Town. Et le tournage live est déplacé au studio d'Elstree, les mêmes qui avaient accueilli Star Wars quelques années plus tôt. Je suis ton père. Le tournage de Roger Rabbit débute à l'hiver 1986, et dès les premiers jours, tout le monde comprend. Ce sera un cauchemar logistique ou un miracle du cinéma. Le défi est simple à décrire, mais infernal à réaliser. Bob Hoskins, qui incarne le détective Eddie Valiant, doit passer des mois entiers à jouer quasiment face au vide. Roger n'est pas encore dessiné, Jessica n'existe pas, Baby Herman non plus. Il doit donc imaginer ses partenaires, leur donner les répliques, et même les regarder dans les yeux. Alors, pour l'aider, l'équipe utilise des ballons colorés, parfois des marionnettes grossières, mais le véritable secret du tournage, c'est Charles Fletcher, la voix officielle de Roger. Contrairement à ce qui se fait d'habitude, Fletcher n'enregistre pas ses répliques en studio, il insiste pour être présent sur le plateau chaque jour, et pas seulement en tant que voix, Il se pointe, déguisé en lapin, salopette rouge, oreilles bricolées, nœud papillon, il est là, caché derrière la caméra, il joue Roger comme si c'était une pièce de théâtre. Et ainsi, il sert de repère aux autres acteurs, et surtout il donne une énergie réelle pour qu'il ne parle pas dans le vide. Bob Hoskins racontera plus tard que suivre la folie de Fletcher, bondissant partout sur le plateau, c'était épuisant, mais indispensable pour rendre Roger crédible. D'ailleurs, il dira plus tard qu'il voyait Roger partout des mois après le tournage et que cela avait été le rôle le plus difficile de sa carrière. Et comme si ça ne suffisait pas, le chef opérateur Dean Cundey refuse la solution de facilité. Pas question de filmer en plan fixe, il veut du cinéma vivant, des travelling, des panoramiques, une mise en scène fluide, et un cauchemar pour les animateurs. À chaque mouvement de caméra, il faut recalculer la perspective, redessiner les ombres, les reflets, et surtout s'assurer que Roger colle parfaitement au décor. Chaque seconde de film va demander des dizaines d'heures de travail en animation. Pour ce faire, les scènes live sont photographiées, imprimées en noir et blanc, et les animateurs redessinent par-dessus, image par image, en ajoutant les ombres, la lumière, les reflets, jusqu'à donner l'illusion que Roger est vraiment là. Et c'est pas tout! Chaque objet manipulé par un toon doit exister physiquement sur le plateau. Une chaise qui tombe, une porte qui claque, un verre qui se renverse,
Tout est actionné par des câbles invisibles, des bras mécaniques ou des marionnettistes cachés. Les accessoiristes animent littéralement le décor pendant que les acteurs jouent. Au point que dans le studio d'Elstree, on raconte que le plateau de Roger Rabbit ressemble plus à un spectacle de magie qu'à un tournage classique. Et puis, il y a le climat. Nous sommes en Angleterre, en plein hiver, dans des hangars glaciales. Figurants et techniciens tournent emmitouflés, les doigts engourdis par le froid, et entre les prises, les acteurs portent des manteaux pour ne pas tomber malades. Imaginez plus de 6 mois de tournage, jour et nuit dans ces conditions, à tel point qu'à Hollywood, la rumeur court que Roger Rabbit est le tournage le plus compliqué depuis Ben-Hur. Bon, il y avait quand même peut-être moins de coups de fouet. Malgré tout, quand les premières images combinées arrivent sur les moniteurs, c'est un choc. Les toons bougent avec leur décor, les ombres collent aux acteurs, et pour la première fois, un lapin hystérique en salopette rouge a vraiment l'air d'exister. Parce que mon oncle Pampan a eu une homologation musculaire. Il a dû prendre des tas de pilules et se faire des massages. À ce moment-là, tout le monde comprend. Ce film ne sera pas un désastre, il sera une révolution. Juin 1988, après des années d'août, de réécriture, de tournage infernal, Qui veut la peau de Roger Rabbit débarque enfin dans les salles. L'action se déroule en 1947, à Los Angeles. Les Toons, ces personnages de dessin animé, vivent dans un quartier à part, Toontown, mais ils travaillent pour les studios d'Hollywood. Roger Rabbit est une star maladroite et surexcitée, mariée à la sublime Jessica. Mais Roger doute, il pense que sa femme le trompe. Alors le détective Eddie Valiant, privé alcoolique et désabusé, est engagé pour enquêter. Problème, il déteste les Toons. L'un d'eux a tué son frère et depuis, il les fuit. Mais son enquête l'entraîne dans une affaire qui le dépasse. Le meurtre d'un magnat du cinéma, Roger accusé à tort et un complot destiné à raser Toontown pour construire une autoroute. Une idée absurde ? Pas vraiment, parce que ce détail s'inspire de faits bien réels. L'expansion des autoroutes de Los Angeles dans les années 40 et 50, qui a détruit des quartiers entiers au nom du progrès. 8 voies d'asphalte miroitantes conduisant jusqu'à Pasadena. Rapide, sûr et fluide. De quoi faire des embouteillages une chose du passé. C'est ce mélange-là qui fait la force du film. Un polar noir digne de Chinatown, avec ses complots, ses hommes corrompus, mais traversé par des gars cartoonesques où les lois de la physique n'existent plus. Une collision improbable entre deux genres qui, ensemble, créent un univers unique dans l'histoire du cinéma. Et au cœur de cette intrigue, il y a un méchant qui a marqué toute une génération. Le juge de mort, incarné par Christopher Lloyd, c'est un personnage froid, sinistre, vêtu de noir, qui a inventé une arme terrifiante, la trompette. Un mélange de térébenthine, d'acétone et de benzine, capable de dissoudre les Toons. Et c'est pas un hasard, hein. Dans la vraie vie, la térébenthine était utilisée dans les studios d'animation pour nettoyer les celluloïdes, les feuilles transparentes sur lesquelles étaient peints les personnages. Autrement dit, c'est déjà le produit qui, dans le vrai monde, pouvait effacer les cartoons. Ce n'est pas seulement une invention sadique, c'est une arme méta qui fait écho à la fragilité de l'animation elle-même. Mais dans le film, Demore se révèle être un Toon déguisé en humain, et surtout, le meurtrier du frère d'Eddie Valiant. Un twist terrifiant, renforcé par Christopher Lloyd qui a eu l'idée de ne jamais cligner des yeux devant la caméra, donnant à son personnage un côté inhumain. Et le twist est resté dans les mémoires. Écrasé par un rouleau compresseur, il se relève aplati, les yeux rouges et la voix stridente, dans une scène de cauchemar qui a traumatisé une génération entière de spectateurs. Tu te souviens de moi, Eddie? Lorsque j'ai tué ton frère, je parlais plutôt comme ça! Et pour exécuter ses plans, Demore s'appuie sur une bande de sbires cartoonesques, les Fouines, inspirées d'un vieux film Disney de 49, Le Crapaud et le Maître d'école, où elles servaient déjà de voyous. Elles sont ici transformées en une équipe de gangsters aussi violents que débiles. Toujours en train de ricaner, de se chamailler, elles sont l'incarnation du chaos cartoonesque. Et leur plus grande faiblesse, c'est justement leur rire. Dans la scène finale, Eddie Valiant exécute une danse ridicule. Les Fouines explosent de rire, jusqu'à en mourir littéralement. Une mort absurde, cruelle, mais parfaitement dans la logique des dessins animés. Petit détail rigolo, avant d'apparaître tel qu'on le connaît, le juge de mort a connu plusieurs ébauches. Dans les premiers scénarios, il n'était pas un Toon déguisé, mais simplement un humain corrompu, un magnat du crime plutôt classique. Dans une autre version, il devait être accompagné d'un vautour en cartoon perché sur son épaule, comme un écho au méchant des dessins animés des années 40. Mais cette fois-ci, ça a été abandonné parce que trop compliqué techniquement. Et la version la plus sombre et ma préférée reste celle où il devait être le chasseur qui avait tué la mère de Bambi.
Un lien direct avec l'histoire de Disney, mais jugé beaucoup trop traumatisant pour être montré. Grâce à tout ça, c'est l'explosion. Le film rapporte plus de 300 millions de dollars dans le monde, un chiffre colossal pour l'époque. C'est l'un des plus gros succès de Disney depuis Blanche-Neige ou Mary Poppins. La presse est unanime, on parle de révolution technique, de film miracle, et pour beaucoup, c'est lui qui va redonner ses lettres de noblesse à l'animation américaine. Pour la VF, on retrouve l'incroyable duo Luc Hamet, Pierre Athey, le même que pour Retour vers le futur. Mais au-delà des bonnes critiques, c'est surtout une véritable Roger mania. Dans les magasins, les rayons se remplissent de peluches, de figurines et de jouets Roger Rabbit. La société LJN, déjà derrière les jouets Cosmoquets, sort une gamme de figurines Bendables. Roger et Jessica apparaissent aussi dans les fast-foods, sur des boîtes de céréales, et jusque dans les rayons papeterie. Cahiers, cartables, trousses. Pendant un instant, Roger est partout. Marvel lancera même une série de comics Roger Rabbit qui courront de 88 à 90. 18 numéros où le lapin vit des aventures inédites et complètement déjanté. Un spin-off de papier, Roger Rabbit's Toontown, explore même l'univers en dehors du film. Et dans les librairies Disney, on trouve des albums illustrés de making-of bourrés de croquis préparatoires. Bien sûr, Roger s'invite aussi sur nos consoles. Sur NES, Game Boy et autres micro-ordinateurs. Le joueur incarne Eddie ou Roger, enquêtant dans Los Angeles à la recherche d'indices. Soyons honnêtes, ils ne sont pas restés dans les mémoires pour leur gameplay. Mais pour l'époque, incarner un Toon, c'était déjà incroyable. Même Disneyland comprend très vite qu'il tient une pépite. En 94, dans le parc californien, on inaugurera l'attraction Roger Rabbit's Cartoon Spin, un dark ride délirant où les visiteurs embarquent dans des véhicules qui tournent sur eux-mêmes. Le tout au milieu de décors psychédéliques de Toontown. L'attraction est tellement populaire qu'une version ouvrira aussi à Tokyo Disneyland. Et malgré sa présence sur les plans d'Euro Disney, nous n'aurons jamais de version parisienne. Ce qui n'empêche pas Roger d'être tout de même présent dans les parades. Et pendant un court moment, il vole presque la vedette à la souris en slip. Un comble pour Disney. N'oublions pas non plus Jessica Rabbit. À une époque où le studio est synonyme de princesse sage, elle fait figure d'ovni. Une héroïne sensuelle, glamour, indépendante, et qui malgré les critiques devient immédiatement une icône pop à part entière. Posters, statuettes, t-shirts, son image se retrouve même détournée dans des magazines pour adultes. Son « Je suis juste dessiné comme ça » reste aujourd'hui l'une des répliques les plus cultes du cinéma. D'ailleurs, le parc d'attractions ouvrira même temporairement une boutique de lingerie à son effigie. Et au-delà de ça, le film décroche 4 Oscars, dont celui des meilleurs effets visuels. Richard Williams reçoit même un Oscar spécial pour son animation révolutionnaire. Pour un studio qui 5 ans plus tôt était vu comme ringard, c'est un retour en grâce totalement inattendu. Et à l'époque, tout le monde en est persuadé. Roger Rabbit est LA nouvelle star de Disney. Et justement, le studio va prolonger l'univers de Roger Rabbit à travers des courts-métrages de 7 minutes projetés en avant-première d'autres films. Le premier, en 89, est diffusé avant Chérie, j'ai rétréci les gosses, où Roger doit garder le bébé Herman et avale un hochet. Résultat, une course folle à l'hôpital, où Roger subit toutes les humiliations possibles et où Jessica apparaît en infirmière, pour le plus grand plaisir du public. L'année suivante, en 90, c'est Lapin fracassant, projeté avant Dick Tracy. Roger et Herman se retrouvent cette fois-ci dans un parc d'attractions, pris au piège de montagnes russes infernales. Vraiment, je vous le conseille, ce court-métrage est une ambition folle pour un simple avant-programme, il a coûté une vraie fortune et il regorge de gags à la Tex Avery. Et enfin, en 93, arrive Panic au pique-nique, projeté avant le film Kalahari. Roger, Jessica, Herman partent en forêt et déclenchent un chaos total entre tronçonneuses, barrages qui explosent et catastrophes en chaîne. Comme toujours, Roger finit laminé, ridiculisé, mais toujours hilarant. Et on retrouve tout l'esprit du film dans ses formats courts. Un Roger hystérique et malmené, un bébé Herman cabotin et une Jessica toujours sublimée. Il prouve aussi que l'équipe savait encore capturer l'énergie cruelle et cartoonesque de Tex Avery. Et pourtant, au lieu de dominer la fin des années 90, Roger va s'effacer. Pas de Roger Rabbit 2, pas même une série télé. Non, un silence total. Alors, qu'est-ce qui a eu la peau de Roger Rabbit? La première raison, ce sont les droits. Roger Rabbit n'est pas un pur personnage Disney. Le film est né d'une alliance totalement improbable. Disney produit, Amblin, la société de Steven Spielberg, est coproductrice, et Warner Bros. Accepte de prêter ses personnages les plus cultes, comme Bugs Bunny ou Daffy Duck. Un ménage à trois qui avait marché une fois.
mais qui devient un cauchemar total dès qu'il s'agit de penser à une suite. Chacun veut son mot à dire, et Disney n'a plus aucune envie que Mickey se retrouve à partager l'affiche avec Bugs Bunny une deuxième fois. L'autre problème, c'est le ton du film. Roger Rabbit, ce sont des gags cartoonesques, mais aussi des bars enfumés, un détective alcoolique, et une Jessica Rabbit devenue sex symbole. Parce qu'après cette fin des années 80, Disney prépare son grand virage familial. Mais il y aura quand même une suite d'envisager. Roger Rabbit 2, The Toon Platoon. Le scénario imaginait un Roger encore jeune, partant à la recherche de ses parents et se retrouvant enrôlé dans la Seconde Guerre mondiale. Oui, un lapin cartoon face aux nazis. On y trouvait même une scène où Roger affrontait une caricature d'Adolf. Un mélange explosif, à la fois culotté et totalement casse-gueule. Mais trop cher, trop risqué politiquement et surtout trop éloigné de la nouvelle image propre et nette que voulait Disney. Résultat, Toon Platoon est abandonné. Le dernier facteur, c'est Spielberg. Il sort Jurassic Park et le cinéma bascule dans l'ère du numérique. Les dinosaures en CGI font plus rêver que les lapins dessinés à la main sur celluloïd. Bref, tout le monde se tourne vers de nouveaux projets et Roger, lui, reste coincé dans les limbes. Pourtant, notre lapin n'a pas tout à fait dit son dernier mot. Une nouvelle suite refait surface. Qui a découvert Roger Rabbit ? Cette fois, l'idée est de mélanger animation traditionnelle et images de synthèse. Une séquence test est même produite en 2003, quelques secondes où Roger s'anime grâce aux dernières technologies. Problème, à ce moment-là, Disney est à nouveau dans l'impasse. Après les échecs d'Atlantide ou de la planète au trésor, le studio mise tout sur Pixar et des longs métrages entièrement en 3D. Résultat, le projet est tué dans l'œuf. Et depuis, malgré quelques rumeurs, rien de concret n'a jamais refait surface. Roger est donc passé du statut de star mondiale à celui de héros fantôme. Pas de suite, pas de reboot, juste quelques caméos dans des jeux vidéo ou des apparitions résiduelles dans les parcs Disney. Roger Rabbit, c'est un personnage qui avait été, l'espace d'un instant, plus populaire que les rois de l'âge d'or du cartoon. Et Disney a préféré l'oublier. Mais soyons honnêtes, il n'a pas complètement disparu. Il a trouvé refuge ailleurs, loin des projecteurs, dans son média d'origine, les livres. Son créateur, Gary K. Wolf, n'a jamais cessé de croire en lui. En 1991, il publie une première suite, avec un titre qui bégaye comme Roger, et une histoire qui reprend plus l'esprit du film que celui de son premier roman. Un polar délirant, bourré de références à Hollywood, qui sert déjà de suite officieuse au film. Et plus surprenant encore, en 2014, Wolf sort un troisième tome, auto-publié. Cette fois-ci, Roger est une star installée dans les années 40, mais il se retrouve entraîné dans une intrigue de comédie noire avec Jessica à ses côtés. Le seul problème, c'est que ces deux romans n'ont jamais été adoubés par personne. Pas de label officiel, pas d'adaptation. Résultat, ils sont restés invisibles pour le grand public, connus seulement des fans les plus hardcore. Aujourd'hui, Roger vit en fantôme, un héros qui a eu son moment de gloire absolue avant d'être effacé par ceux qui en avaient fait une star. Qui veut la peau de Roger Rabbit n'était pas juste un film, c'était un miracle technique, une anomalie culturelle, un instant où Disney, Warner et Spielberg ont accepté de mettre leurs égos de côté pour offrir au public un film impossible. Sans Roger Rabbit, il n'y aura peut-être jamais eu la renaissance de Disney. Notre lapin leur a ouvert la porte, mais lui n'est jamais passé de l'autre côté. Victime de son propre génie, il est resté coincé en 1988. Et c'est peut-être ça, le vrai paradoxe. Roger n'a pas été usé par des dizaines de suites ou des reboots ratés. Il a eu son moment, unique, brillant, inégalé, et puis il s'est évaporé. Alors la prochaine fois que vous croiserez une VHS poussiéreuse, un vieux poster de Jessica ou une figurine jaunie dans un vide-grenier, rappelez-vous, au siècle dernier, Roger Rabbit a été l'espace d'un instant plus grand que Mickey. Et c'est peut-être justement pour ça qu'on lui a tiré dessus. Ne me dis pas que tu as déjà perdu ton sens de l'humour. Est-ce que ça répond à ta question? Si vous voulez continuer à creuser le sujet, je ne peux que vous conseiller la vidéo de Mea, qui est une véritable pépite. Le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle a besoin de votre soutien, lâchez votre meilleur pouce bleu et vos boosts si vous êtes sur mobile. Pour ce faire, c'est simple, vous allez dans les commentaires, vous swipez, vous pouvez m'attribuer des points qui permettront peut-être à cette vidéo d'atteindre les tendances. Quant à nous, on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas que vous avez été les toons.